I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis de retour dans mon studio, de retour de Thaïlande. Je sais, ça se voit pas, ok? J'ai une peau de croate, j'y peux rien. Vous voyez ça avec mon papy, ok? Voilà. On dirait que je suis partie 2 jours à Nice et ce qui est malheureux c'est qu'en plus je vis à Nice. Donc j'ai un teint un peu allé. On va dire que j'ai bonne mine. Ce voyage en Thaïlande il était fou. C'était la première fois que je quittais l'Europe, la première fois que je changeais de continent, la première fois que je découvrais une nouvelle culture et la première fois que j'étais dépaysée. Ça m'a vraiment permis d'aborder l'été d'une manière un peu plus légère. C'est vrai que c'est souvent une saison que j'appréhende de remettre des t-shirts alors que j'ai passé l'hiver en pull comme tout le monde. C'est pas tous les jours facile, c'est pas encore aussi simple que ça n'y paraît. Mais le fait d'avoir été exposée à d'autres personnes, d'autres mentalités, d'avoir pu oser des robes, des shorts, des t-shirts tous les jours, à me balader en maillot, en paréo, ça m'a vraiment encore plus ouverte tout simplement, ça m'a donné encore plus confiance et ouais, je suis encore plus confiante que ce que je l'étais avant par rapport à ce que je suis et par rapport à mes cicatrices. Par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, je vous avoue qu'il y a tellement de sujets que je veux aborder que ça en devient compliqué et que je sais pas trop quel ordre suivre. Donc j'ai tout simplement fait confiance à ma communauté sur Instagram, ma petite Phoenix Army. Je leur ai posé la question avec un petit stickers et ce qui est ressorti, c'était le journal de mon papa. Voilà, vous êtes nombreux à vouloir savoir comment mes parents ont vécu mon coma artificiel. Le coma artificiel, ça a été une épreuve pour moi et je l'ai ressenti d'une manière où j'ai eu l'impression de dormir, comme je le dis souvent, pendant 3 mois, avec des rêves et quelques sensations, quelques souvenirs. Mais ce coma artificiel a aussi été une épreuve indéniable pour mes parents, et vous allez voir qu'ils l'ont vécu d'une manière totalement différente. Pendant mes 3 mois de coma artificiel, mon père m'a écrit un journal. Et il l'a écrit dans l'espoir que je me réveille un jour. Il faut savoir que mon pronostic vital était engagé, qu'on ne savait pas si on allait pouvoir me réveiller réellement. Et il l'a tout simplement écrit dans l'espoir que je le lise un jour, dans l'espoir que je me réveille, et dans l'espoir que je comble, comme il le dit très bien, le trou noir de ma vie. Je vous avoue que c'est compliqué, parce que j'ai dû le relire en entier. J'avais déjà survolé ce journal, mais là j'ai vraiment dû le lire entièrement. Et relire les mots de mon père, relire ce en fait par quoi est passée toute ma famille pendant que je dormais. C'est douloureux autant que c'est beau. Autant que c'est beau de voir à quel point ma famille a été unie, soudée, à quel point mes amis ont été présents aussi, et à quel point tout le monde s'est serré les coudes en fait jusqu'à ce que je revienne à la maison. Je vais commencer par vous lire la phrase d'accroche qui en dit long. Ce petit journal, nous le faisons si un jour tu nous demandes, parce que tu as un trou noir dans ta vie et que tu as besoin de combler le vide de ces journées passées à l'hôpital et à dormir. Mon papa a ensuite écrit tous les noms des infirmiers qui se sont occupés de moi. Il a fait en sorte en fait que si un jour j'ai envie de retracer mon histoire à l'hôpital, je puisse le faire par le biais de ce journal. La première journée, c'est le 12 février. Date où mes parents ont appris que mon costume a pris feu. Et la première phrase, c'est « tout s'arrête ». Les premiers mots, « tout s'arrête ». Voilà, tout s'arrête. Ma meilleure amie les appelle en leur demandant de vite venir, que je prenais feu. Mon père lui demande si je suis en vie. Ma meilleure amie n'entend pas, ça capte pas là où on est. Ma mère part en courant. Et ça, en fait, quand je le lis, c'est encore plus dur que quand je raconte mon histoire, en fait. Parce que c'est leur vécu, c'est comment eux, ils ont appris la chose. Et moi, en fait, le 12 février, j'ai appris à le raconter. Et j'ai appris à le raconter comme je l'ai vécu. Mais j'ai jamais appris à le raconter de l'œil de mes parents, de l'œil de mes proches. Et c'est pas simple. En soi,
Ce qui se passe une fois que mes parents sont arrivés, c'est la même chose que quand je le raconte. C'est ma maman qui me voit en sous-vêtements, les pompiers arrivent, on me prend une douche, on me met en soins dans le camion des pompiers, et moi je m'endors à ce moment-là. Mais à côté de moi, ça continue. Et mon frère est bien arrivé 5 minutes après mon accident avec son bus du lycée. Mon petit frère est là aussi, il y a ma grand-mère, ma tante, mes cousins, mes cousines, les meilleurs amis de mes parents. On peut voir le temps que mes parents ont attendu avant que l'hélicoptère arrive, qu'il y a eu beaucoup de retard. L'évacuation s'est faite à 19h et mon accident c'était à 16h. Je vous laisse imaginer l'attente, à quel point ça a dû être dur, à quel point c'était long pendant que j'étais endormie dans le camion des pompiers. Mes parents ont suivi l'hélicoptère en fait en voiture jusqu'à Toulon. Quand mes parents sont arrivés à Toulon, le médecin leur explique que je suis brûlée sur 40% du corps, que ça va être long. Et à la base, ce qui est incroyable, c'est que mon coma n'est pas du tout censé durer 3 mois. On prévoit 15 jours endormis, un pronostic vital engagé et 3 mois d'hôpital minimum. Ce qui s'est passé, vous le savez, c'est 3 mois de coma artificiel, un pronostic vital engagé et 5 mois d'hôpital en tout. La première intervention qu'a fait mon chirurgien, une intervention sur les bras pour éviter que ça fasse un garrot. Je savais même pas qu'on m'avait opéré des bras en premier. Et mes parents sont restés avec moi le 12 février jusqu'à 2h du matin à l'hôpital, bandés de la tête aux pieds, profondément endormis, avec des alarmes qui sonnent sans cesse. Et mon père écrit mot pour mot que ils sont morts à l'intérieur, littéralement. Ils comprennent pas ce qui s'est passé. Mercredi 13 février, mes frères ont dormi seuls chez moi. Mon petit frère avait 12 ans, mon grand frère avait 17 ans. Mes parents n'ont pas beaucoup dormi, voire pas dormi du tout. Ils sont inondés de coups de téléphone, d'SMS, de mails. Toute ma famille appelle tous les jours. Et des grandes chaînes de prières se sont installées dans toute la France par rapport à mon accident. À ce moment-là, moi, je suis endormie et il y a 0 signe de ma part, tout simplement. Le 14 février, je vois que ma mère se réveille en pleurant, affolée. De nombreuses visites, encore une fois. Mon frère s'est couché à 5h du matin pour surveiller les bougies qui étaient allumées en permanence pour moi dans le salon. Ce jour-là, mes parents sont venus me voir. Et il faut savoir qu'ils faisaient tous les jours l'aller-retour Nice-Toulon, Toulon-Nice. J'ose imaginer, en fait, quand je dis ça, la patience déjà, le courage de le faire, l'état de fatigue et de peur dans lequel ils devaient être. Je crois que je peux pas réaliser une seconde en fait. En vrai, je me dis vraiment que le coma artificiel c'était plus simple pour moi que ça l'a été pour eux, vraiment. Ce jour-là, ils sont venus me voir. J'ai dégluti 2 fois comme si je voulais leur parler. Mon père a appelé un barreur de feu. Ils ont vraiment tout tenté en fait pour m'apaiser. Pareil, le lendemain, ils sont encore là. Je bouge le bras un petit peu. C'est marrant parce que j'ai pas ces souvenirs-là. Pour moi, je suis vraiment endormie. Et je me rends compte que là, même le 15 février, je bougeais quand même. Donc ça devait vraiment dépendre des médicaments qu'on me faisait ingérer, en fait, tout simplement. Le 16 février, mon père a appelé le commandant de la base d'hélicoptère pour savoir pourquoi ils avaient attendu l'hélicoptère 2 heures. Mon père écrit aussi que ce jour-là, ils n'ont pas pu communiquer avec moi. Ils n'ont pas eu de signe de ma part. Et donc que c'était très difficile pour eux. Ma meilleure amie et ses parents sont venus aussi. Tout le monde a beaucoup pleuré. Mon père a laissé mon iPod à ma meilleure amie pour qu'elle puisse mettre mes musiques préférées dessus. Quand il rentre le soir chez moi, tout le monde est à table, toute ma famille. Et là, je lis que ma mère est désemparée en fait, de voir tout le monde à table sans moi. Dimanche 17, on doit me changer les pansements. Parce qu'on doit me greffer le lundi. Du coup, mes parents font le choix de ne pas venir aujourd'hui. Le 18 février, mon père s'est rendu à la gare de Nice pour faire une carte famille nombreuse si jamais des fois il y a besoin de prendre le train pour faire l'aller-retour Nice-Toulon, Toulon-Nice. Finalement, ils n'auront jamais pris le train. Ils auront fait tous les jours l'aller-retour quasiment en voiture. Et le 18 février, quand mes parents sont entrés dans ma chambre, apparemment, je me suis mise à pleurer.
Mon pouls était à 170. Le 19 février, ma famille est encore là, chez moi, des visites tous les jours. Mes parents me rendent visite à l'hôpital, encore une fois. Et je suis tellement excitée que les infirmiers me donnent un produit pour m'aider à me rendormir. Et en fait, c'est marrant parce que, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, dans la vidéo du coma artificiel, je vous explique que, à mon sens, en fonction des médicaments qu'on m'injectait, j'étais plus ou moins endormie, je faisais plus ou moins des rêves, et en fait, là, je me rends compte que c'est vrai, en fait, tout simplement, que dès qu'on réduisait un petit peu la dose de drogue, de médicaments, je me réveillais et je reprenais un peu mon état conscient, donc on me rendormait. Le 20 février, on m'a greffé au niveau du cou, on a pris de la peau de mon flanc pour finir mon cou. J'ai de la peau de mon flanc sur mon cou actuellement. C'est très bizarre de dire ça. C'est ça en fait, c'est les prises de greffe et les greffes de peau. Je suis très tonique, ils en reviennent pas. Ils sont obligés de m'endormir à bloc en fait parce que dès qu'ils réduisent la dose de médicaments, je reprends conscience et je veux sortir de mon état végétatif. En gros c'est ça qui en ressort. 21 février, 39,3 de fièvre, on me sédate pour me rendormir. Mes parents restent 3 heures. Le surlendemain, ils allument les bougies, comme d'habitude. Il va falloir en racheter. Et ce jour-là, d'ailleurs, l'amie d'enfance de ma mère qui avait un don pour calmer le feu est allée avec eux à l'hôpital. Elle reste avec moi pendant 1 heure. Elle avait des dons de magnétiseur. Et elle avait révélé certaines choses à ma mère qui étaient incroyables. Qui étaient incroyables et qui étaient vraies. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je compte bien faire de belles anecdotes autour de tout ce qui s'est passé et autour des énergies qu'il y a pu avoir autour de mon accident. Samedi 23 février, dehors il neige, j'allume les bougies, 1 demi-heure de bouchon, ils arrivent à l'hôpital, je veux parler, c'est indéniable, je bouge les pieds, ma maman fait un petit malaise, neige tout le long du voyage jusqu'à Mandelieu. Enfin en fait, quand je lis ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui les tient, l'amour surmonte la peur de me perdre. Et c'est la route tous les jours, Nice-Toulon. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils sont là quoi. Ils sont là et je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là tous les jours. C'est 24 février, il est 12h20, on prend la route, on reste avec toi 3 heures. On peut pas communiquer avec toi parce que tu es bien endormi. On rentre à la maison vers 20h. Tous les jours. 25 février, ma grand-mère qui vient me voir pour la première fois. Elle fait un petit malaise aussi. Je leur serre les mains, j'essaie d'ouvrir les yeux. Je me débat en fait. Je veux pas être endormie, je veux parler, je veux être là et je sais qu'ils sont là et c'est ce que je vous disais, je veux leur dire que ça va. C'est l'impuissance en fait, je veux leur dire que ça va, je veux leur dire que je les entends. Je veux leur dire que j'ai mal mais que je vais y arriver et je peux rien faire. Et je vois en fait là, je lis leur détresse en fait. Et ils sont autant en détresse que moi, et c'est ça qui est horrible, c'est juste que tu peux rien faire. Tu te bats pour bouger, genre, tu te bats pour bouger un doigt, et pour leur dire, je t'entends, ça va, je t'entends, je suis là. 26 février, ma prof d'espagnol qui est venue me voir. Mon père il écrit, elle dit que tu es une élève brillante, moteur pour la classe, toujours de bonne humeur, mais cela, Paps et Mams le savaient déjà. C'est comme ça que je les appelle, encore aujourd'hui. Comme ça que je les appelais à 16 ans. Et c'est fou parce qu'en fait, dans ce journal, à aucun moment mon père il parle au passé. À aucun moment mon père parle comme si j'allais pas me réveiller. Il me parle pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir son journal dans les mains et vous le lire en fait. Et vous le lire au présent. Mais s'il avait su qu'en écrivant ce journal, je le lirais devant des milliers et des milliers de personnes pour montrer les deux côtés d'un coma artificiel en tant que victime et en tant que proche de victime, il n'aurait pas cru du tout. Mon papa. 27 février, on apprend que tu as voulu sortir du lit. Tu me mets pas dans le coma comme ça, moi. On apprend que tu as voulu sortir du lit. Et donc il te change le sédatif car apparemment tu t'en accommodes. C'est exactement ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. C'est la dépendance aux médicaments. C'est le fait de s'y habituer, le fait de plus pouvoir s'en passer. Et vous avez été nombreux d'ailleurs à me demander plus de détails là-dessus et je le ferai. Je ferai une vidéo sur la dépendance aux drogues qu'on nous injecte. 28 février, c'est déchirant de te voir dans cet état d'anxiété et de détresse. Je pleure, je me rappelle même pas que je pouvais pleurer. On demande à l'infirmière de te rendormir un peu pour pouvoir t'apaiser. Les médecins viennent me voir.
Les alarmes sonnent. Vendredi 1er mars. La semaine prochaine, on verra si on peut me poser une trachéotomie. Ça serait bien car j'aurai plus de tuyaux dans la bouche et je pourrai m'exprimer. Ils viennent me voir, je pleure encore, ça leur fait du mal. Maman a vraiment du mal à supporter ça, elle aimerait être à ta place. Je suis pas maman et je peux pas comprendre, mais je sais que c'est ce que ma mère a ressenti tout le long en fait. C'est qu'elle aurait tout donné pour être à ma place. Tout. Et c'est ce qu'elle me dit encore des fois aujourd'hui. 2 mars, tu es bien endormi et tu te mettras quand même quelques fois à pleurer. On rentre vers 20h30. 3 mars. Alexis a marqué un super but. 25 mètres pleine lucarne. Il te l'a dédié. On reste 4 heures avec toi. Maman n'arrête pas de pleurer. Elle en a marre de manger à 4 et pas à 5. De laver du linge sans le tien. De savoir que demain c'est la rentrée. Et que tous les enfants vont reprendre l'école sauf toi. Ouais. Lundi 4 mars, c'est la rentrée. Elle se fait sans toi, mon amour. Tout le monde me demande de tes nouvelles. C'est la première fois qu'on va pas à l'hôpital. On fait la surprise à ton petit frère et on l'attend à 16h au bus. Il est ravi. On l'emmène faire les boutiques. Ouais, en fait, cet accident, il a pas tourné qu'autour de moi. C'est mon accident. C'est mes cicatrices. Mais c'est l'histoire de toute ma famille, en fait. Mon petit frère avait 12 ans, il se retrouvait seul à la maison. Mes parents partaient des journées entières pour pouvoir être avec moi 4 heures. Et mon petit frère était seul. Donc oui, une surprise de mes parents qui l'attendent à 16h au bus et qui l'emmènent faire les boutiques, ça devait être génial pour lui. Surtout que c'était le petit dernier de la famille, tu vois. Et tu sais comment c'est les petits derniers de la famille, ils sont tout coucounés, tout couvés. Toute cette attention qu'on pouvait lui donner en tant que dernier de la famille s'était projetée sur moi pendant mon accident. Mardi 5 mars, le docteur dit que tout va bien. Il est surpris par l'évolution des brûlures. Au fait, je t'ai trouvé un nouveau surnom, mon étoile filante. Étoile car tu es belle, et filante car tu n'étais jamais à la maison et toujours en vadrouille. Ça a pas changé, papa. Mercredi 6 mars, le docteur nous a déconseillé de venir te voir. Jeudi 7 mars, tu dors profondément, tu as 39 de fièvre. Nous avons apporté quelques photos et les avons collées avec du scotch double face sur la vitre de ta chambre. On arrive à la maison à 21h10. Vendredi 8 mars, la bactérie sur le cou est presque soignée. Ah oui, j'avais une infection au niveau du cou, exact. D'ailleurs, ça m'a fait des traces blanches, ici et ici. Samedi 9 mars, ton visage est reposé. Tu m'as serré la main. On nous donne des nouvelles sur l'évolution de tes brûlures, lesquelles sont très encourageantes. Dimanche 10 mars, je propose à maman, qui n'est vraiment pas bien, de prendre la route pour venir te voir. Il est 16h. Elle ne se fait pas prier pour s'habiller. Et là, c'est un grand bonheur. Tu nous dis oui avec la tête lorsqu'on te demande si tu nous entends. Maman est tellement heureuse. L'infirmier dit à maman qu'elle peut te passer de la crème sur les pieds, les mains et le nez. Ça lui fait un plaisir fou. Je me souviens pas. Je vous dis, j'en apprends en fait avec ce journal. J'ai aucune conscience d'avoir pu à un moment dire oui avec la tête, tu vois. C'est fou. C'est fou comme pour mes parents, j'étais éveillée. Et c'est fou comme ils se rattachaient à ça en fait. Ils venaient me voir dans l'espoir que je puisse juste leur serrer la main pour leur dire que j'étais là et que j'allais pas partir en fait. Et moi je pense qu'inconsciemment, prisonnière de mon corps et de mon état conscient, je me battais pour leur prouver que j'étais là. Je pense vraiment que c'est ça le résumé de mon coma. Bon, petit imprévu, la vidéo était beaucoup plus longue que prévu, donc je vous ai demandé votre avis sur Instagram et vous m'avez vachement aidé. Du coup, j'ai décidé de couper la poire en deux et de faire une deuxième partie qui sortira mercredi à 18h. Je viens de le décider comme ça. En termes de spontanéité, on est vraiment pas mal. Je suis en train de me filmer à l'iPhone. Pas du tout coiffée, pas du tout maquillée. Je crois que vous avez l'habitude. Donc ouais, prochaine vidéo sur la deuxième partie du journal de mon papa pendant le coma, mercredi 18h. Je trouvais ça bien de m'arrêter sur quelque chose de simple parce que la suite de la vidéo va être plus compliquée. On va parler de la fièvre à 43 degrés et des montagnes russes qu'ont vécu mes parents. Je préférais la couper, j'espère que ça vous plaira, je vous attends en commentaire, je vous fais des gros bisous et à mercredi!